Madame, ancienne présidente de l'Équateur, bienvenue au Maroc. Nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue. C'est la 3e fois que vous visitez notre pays et j'espère que vous allez y revenir souvent. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de nous retrouver, en effet, nous aussi, pour la 3e fois, pour cet événement qui prend de la teneur et, vu l'assistance, à la fois la qualité et le nombre, nous découvrons année après année que ce meeting devient incontournable. Je voudrais aujourd'hui faire avec vous un petit bilan, un micro-bilan de ce qui a été fait au niveau du plan d'accélération industrielle. Je rappelle simplement qu'au Maroc, nous n'avons pas décidé de développer le secteur industriel du jour au lendemain et que ce sont des stratégies qui se sont succédées année après année avec un fil conducteur important qui était d'ancrer le Maroc dans cette mondialisation de l'industrie et d'avoir une part raisonnable dans cette industrialisation du monde ou désindustrialisation du monde. On a constaté que le monde s'est un peu désindustrialisé au profit de certains pays qui ont été plus efficaces que d'autres, en l'occurrence la Chine par exemple, et que ça a pris du temps pour le réaliser, cette espèce de désindustrialisation, et qu'il fallait conjurer le sort et retrouver un axe de développement de l'industrie. Alors, en avril 2014, nous avions eu le plaisir et l'honneur de présenter devant Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, la nouvelle stratégie de l'industrie au Maroc, qui était le plan d'accélération industrielle. Et depuis, il y a eu beaucoup de choses qui se sont faites et j'aimerais partager avec vous à la fois les résultats et les bons et moins bons. C'est souvent les moins bons qui sont intéressants et qui donnent des leçons pour l'amélioration. Alors, les objectifs, si vous vous en rappelez, on avait parlé de 500 000 emplois, nouveaux emplois, horizon 2020, qui avait créé d'ailleurs beaucoup d'émoi un peu partout. Et ceci était normal parce que la sensation des opérateurs économiques et des observateurs, même aguerris, était que le Maroc, comme bien des pays, était en phase forte de désindustrialisation. On souhaitait que la valeur ajoutée ou la contribution de l'industrie dans le PIB monte à 23%, partant de 14%. Je rappelle que ce sont des cycles qui se font dans des pays en voie de développement. On passe de 14 à 25, 24, 23, pour revenir par la suite encore à du 13, 14 ou 15 lorsque les autres secteurs, type de service, se développent. Nous avons besoin, nous, de la première phase dans laquelle nous sommes, c'est de monter l'industrie en part du PIB chez nous. Dernier élément, c'est l'équilibre commercial. Vous savez que nous importons parfois plus que nous n'exportons et que inverser cette tendance n'est pas aisé et qu'il fallait s'y attarder. Donc voici les objectifs. On aurait pu prendre d'autres indicateurs dans le temps. Si vous voulez revenir à la page suivante, à la page précédente, voilà, de ne pas considérer par exemple l'emploi comme étant une stratégie ou un objectif. D'habitude, ce n'est pas le métier du ministère de l'Industrie de s'occuper de l'emploi de l'industrie. Il développe son industrie et l'emploi, ce n'est pas son problème, c'est d'autres départements. Or, on considère que ce secteur est un véritable levier de création d'emplois et notre jeunesse qui arrive sur le marché de l'emploi doit absolument trouver des opportunités de travail et nous nous sommes mis la corde au cou tout seul, personne ne nous l'a demandé, en disant la contribution de ce département dans la problématique nationale de création d'emplois, eh bien, on va en prendre 500 000. Alors, nous avons, à partir de là, constaté, si on passe ici, que les secteurs industriels au Maroc étaient plutôt en silos. Et que dans chaque secteur, à l'intérieur du secteur, vous avez des silos, les constructeurs automobiles, qui parlaient à eux-mêmes, les équipementiers. Et puis, dans chacun des secteurs, chacun essayait de sauver sa peau en essayant de se battre contre la concurrence mondiale, mais avait une vision assez fermée
de sa position. Or, nous avons décidé, et ce n'est pas une création marocaine, ça existait déjà dans des pays bien avant nous, et qui ont réussi en restructurant l'ensemble du secteur industriel en écosystème. Et là, on découvre, quand on analyse chaque secteur en écosystème, qu'il y a des trous dans la raquette qui nécessitent d'être comblés si vous voulez que votre valeur ajoutée s'améliore, que votre emploi se développe, etc., tel qu'on a vu auparavant. Alors, la démarche était une démarche, évidemment, de concertation avec le secteur privé, parce que vous pouvez, tant que vous voulez, griffonner des stratégies au niveau du ministère, eh bien, ça reste souvent lettre morte quand elles ne sont pas portées par les opérateurs économiques. Donc, la démarche est la suivante, c'est de dire aux opérateurs économiques, nous avons dans la Constitution un article qui est très simple, qui dit « liberté d'entreprendre ». Donc, vous faites ce que vous voulez dans le business. Si vous faites ce qui intéresse l'État, c'est-à-dire que vous répondez à des critères, création d'emplois, amélioration de la balance commerciale, etc., eh bien, dans ce cas-là, l'État se mobilise et vous accompagne par des subventions, de la formation, etc. Donc, il faut que nos intérêts soient alignés. En tant qu'opérateur économique, vous faites ce que vous voulez. Quand ce que vous voulez faire correspond à des objectifs de l'État, eh bien, l'État s'oblige à vous accompagner. On avait un problème sur l'intégration locale qui n'était pas un objectif de base parce que quand on est en phase de désindustrialisation, c'est comme quelqu'un qui nage et qui se noie. Donc ne lui demandez pas le style de la natation qu'il va utiliser, eh ben, il se dépatouille pour sortir la tête de l'eau et ça s'arrête là. Donc le style viendra après. Et donc nous sommes passés à une phase où on a souhaité parler de l'intégration. Et parler de l'intégration pour l'intégration n'a pas d'intérêt. Ça a un intérêt simple, c'est que, enfin des intérêts, c'est que ça crée de l'emploi quand vous faites de l'intégration locale forte. Ça attire d'autres investisseurs parce qu'ils découvrent qu'en venant chez vous, eh bien, la valeur ajoutée va être plus importante et le baisse de coût pour eux est plus important. Et ça fait de l'export parce que plus vous avez de l'intégration chez vous, plus quand vous exportez une valeur ajoutée supérieure. Alors il fallait une démarche inclusive pour la formation parce que la problématique qu'on avait, c'est que les opérateurs économiques vous disaient « moi je ne trouve pas de personnel » et quand je parle aux gens qui s'occupent des recrutements, ils vous disent qu'il y a trop de monde sur le marché qu'on n'arrive pas à placer. Donc cette inadéquation, désolé pour le terme qui a été galvaudé, mais cette inadéquation formation-emploi est une vraie catastrophe en termes économiques parce que vous formez des gens avec des objectifs qui ne sont pas les bons du terrain, parce que vous considérez que c'est ce qu'il faut former sans vous concerter avec le terrain, etc. Donc on a essayé vraiment de faire un travail complètement différent en allant recenser les besoins chez les opérateurs pratiquement un par un, d'abord à travers les fédérations, puis rapidement auprès des entreprises. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? C'est que pour la formation, nous avons pu obtenir des choses qui sont assez intéressantes. On a décortiquer les besoins sur les 5 prochaines années et avec une grande surprise, c'est que, y compris les multinationales, ont souvent des plans stratégiques multidimensionnels, très brillants, exceptionnels sur le chiffre d'affaires, la valeur ajoutée, les l'EBITDA, tout ce que vous connaissez et tout ce que les contrôleurs de gestion dont ils sont énormément friands. Mais comme par hasard, très rare, très très rare, y compris les multinationales, ont des plans stratégiques avec un volet RH d'accompagnement. Quels sont mes besoins dans les 5 prochaines années en termes de profil, de région, que sais-je, quels sont les critères qui vous intéressent. Donc nous, on a pris 3 critères essentiels. C'est le profil, vous voulez un ingénieur, un technicien, un ouvrier. Deuxièmement, vous le voulez en 2018, 2019, 20 ou 21. Et troisièmement, dans quelle région? Ça ne sert à rien d'aller le former dans telle région quand vous en avez besoin dans une autre. Et donc, ça nous a donné, par exemple, le cas suivant. Dans ces 3 dimensions, on a les besoins, prenons le cas de l'année 2015. On a besoin d'ingénieurs dans par exemple, l'aéronautique ici. On dit le secteur aéronautique, voici ses besoins de 2015 à 2020. Mais ça, on a été avec la fédération qui a posé les questions précises à chacune des entreprises affiliées au GIMAS et on a des chiffres qui sont clairs. 4 470 personnes dont on a besoin en 2015, dont
848 ingénieurs. Dans quelle région? On en a 561 à Casablanca, etc. Donc vous savez exactement quels sont les besoins et vous pouvez à la fois orienter la formation vers cela, mais ce qui est intéressant, c'est que même pour les parents, pour les étudiants qui veulent s'orienter, ils peuvent choisir des filières. Moi, je n'ai pas envie de sortir de ma région. Je suis dans telle région, j'ai envie de continuer à vivre dans cet environnement-là qui me convient. Eh bien, je choisis la formation. On aura besoin en 2021 de tant d'ingénieurs dans cette région, ou on n'en a pas besoin. Ce n'est pas la peine d'espérer avoir un emploi dans cette région-là si ce n'est pas possible. Alors, donc à partir de là, nous avons fait des plans de formation très détaillés avec l'Office de la formation professionnelle. Vous savez comment l'Office de la formation professionnelle a été décrié par les opérateurs économiques en prétendant que ça ne marche jamais, qu'on nous forme des gens dont on n'a pas besoin, qu'on ne nous forme pas des gens dont on a besoin. Eh bien, dans le cas d'espèce, nous avons eu des réussites assez remarquables avec des taux d'intégration de 96%. Vous prenez une filière, vous formez les gens, et qu'à la fin, vous en avez 96% qui sont intégrés dans les entreprises, c'est assez rare. Mais c'est très simple. C'est qu'avant de commencer la formation, vous demandez aux entreprises de quoi ils ont besoin et vous les formez, vous impliquez le privé dans la sélection des ressources, dans les programmes, ils viennent passer avec vous les tests, eh bien l'insertion immédiatement donne des résultats, n'est-ce pas, Monsieur le Président, n'est-ce pas, au niveau de, je vois devant moi les gens de l'automobile et de l'aéronautique, vous avez des taux d'insertion qui sont assez exceptionnels. Et puis depuis que, by the way, hein, je règle mes comptes au passage, si vous permettez. Depuis que vous avez commencé à préférer prendre un peu de recul sur les engagements de recrutement, bien ça donne de moins bons résultats. Et comme ça donne de moins bons résultats, j'ai arrêté la machine en disant « vous vous engagez, je m'engage. Vous ne vous engagez pas, je ne m'engage pas ». De façon à ce que, je parle de l'automobile, hein, il y a eu un petit moment de réflexion. On s'est dit ben maintenant que ça marche, il faut que l'État fasse ce qu'ils ont à faire. Il n'en est pas question. L'État n'est là que pour accompagner les opérateurs économiques, pour leur former ce dont ils ont besoin. Donc si vous n'êtes pas à nos côtés pour sélectionner les candidats, pour faire les programmes et pour vous engager à les recruter à la fin du parcours, moi je m'arrête, je ne fais rien. Donc je suis ravi de savoir que tout a repris comme on a fait avant et que ça donne des résultats. Vous savez, quand ça marche, on a souvent envie de changer. Ce n'est pas très intelligent. Hein? Laissons quand ça marche, ne touchons à rien. Il est urgent de ne rien faire. Occupons-nous de tout ce qui ne marche pas à côté. Cette partie de la formation et votre intégration et votre implication en tant qu'opérateur, je parle aux industriels, donne des résultats. Et quand on forme pour vous, sachez qu'on n'est pas outillé pour connaître exactement vos besoins et savoir vous former des gens à la hauteur de vos attentes. Vous êtes les seuls à savoir ce qu'il vous faut. Vous avez la chance aujourd'hui, c'est que l'OFPPT ouvre ses livres totalement et dit « venez travailler avec nous et travaillons ensemble pour vous former les ressources dont vous avez besoin. Profitez-en au maximum. » Alors, dans les secteurs industriels, ben voilà, vous avez toutes les structures, l'ISMALA, l'IFMIA, etc., les IT, tout ça, ça a été fait conjointement entre les structures de l'État et les opérateurs économiques. Et comme par hasard, ça marche. Quand l'État le fait tout seul, ça ne marche pas. Quand les opérateurs le font tout seuls, ils s'essoufflent et ils lâchent, ils finissent par lâcher. Donc, quand on met nos énergies positives ensemble et qu'on les structure, je vous ai parlé tout à l'heure des taux d'insertion, on parle de 96%. Je vous le dis, mais oubliez-le tout de suite, c'est exceptionnel. Et ce n'est pas parce que c'est exceptionnel qu'on va le changer. Hein. Toutes nos exceptions, on veut les garder. Alors, suite à cela, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a pris en main le sujet de la formation professionnelle avec beaucoup de détermination. Il y a eu une transformation en profondeur, une décision stratégique de transformer en profondeur l'ensemble de la formation professionnelle de façon à ce qu'elle colle à vos besoins. Pas pour vos beaux yeux uniquement, hein, c'est pour l'emploi. On est d'accord. Donc c'est charité bien ordonnée commence par soi-même. L'État a besoin de ne plus former à fond perdu, mais de former avec des objectifs. Eh bien, aujourd'hui, il y a des modèles qui fonctionnent, ils ne sont pas suffisants en nombre, il faut les démultiplier, il faut aller dans tous les secteurs. Eh bien, c'est ce modèle-là qui a été pris en compte. Chaque région aura
désormais une nouvelle cité de formation qui va regrouper l'ensemble des spécificités de chaque région. C'est une révolution dans la formation professionnelle. Je vous invite fortement à vous y intéresser de très près et à contribuer auprès de l'OFPPT, de la formation professionnelle, de façon à ce que vos besoins soient pris en compte, que le modèle qui semble marcher, pas que dans l'industrie, il y a d'autres secteurs où ça marche bien, que ce soit généralisé. C'est la décision qui a été prise avec des vrais complexes très complets, regroupant l'ensemble des formations nécessaires et des forces de chacune des régions. Alors, si on fait un petit focus sur la création d'emplois, ça a été dit tout à l'heure en résumé, je vais vous donner un peu plus de détails. Qu'est-ce qui a été fait depuis 2014? D'abord, c'est compliqué d'avoir des notions de comptage, et il y a plusieurs démarches potentielles. La première, c'est de faire des statistiques et de tirer un trait. De dire, voilà, j'ai bien marché ces 3 dernières années, donc les 3 prochaines années, je vais marcher aussi bien ou encore mieux avec un petit taux de croissance. On a décidé de faire autrement, de donner des chiffres qui sont plutôt des comptages de bûchettes. Vous savez, les enfants, quand ils sont perdus, ils comptent les bûchettes, combien il leur reste à la fin de la journée. Là, nous avons décidé de travailler avec les organes de l'État, où les déclarations des salariés sont officielles. Il n'y a rien de mieux qu'un organisme que vous connaissez bien, qui s'appelle la CNSS. Et donc, au niveau de la CNSS, on est sûr que si vous avez quelqu'un qui est inscrit, ça veut dire qu'il a un job. C'est rare où un opérateur se réveille le matin et dit « Maintenant, je vais considérer que j'ai 10 personnes de plus dans mes effectifs, je vais les créer virtuellement et aller payer la CNSS pour eux ». Ça n'existe pas encore. On espère que ça viendra un jour. C'est parfois l'inverse, hein, n'est-ce pas? Non, je pense que ça n'existe pas chez vous. J'ai connu dans une vie antérieure que parfois des gens déclarent un peu moins que le nombre de gens qu'ils ont. Mais donc, tout ça, c'est juste pour vous dire que ce qui est à la CNSS, c'est ce qu'appellent les assureurs le sinistre maximum probable. Donc, vous ne pouvez pas, dans le cas d'espèce, avoir des gens qui soient inscrits et qui n'aient pas de job. Donc, c'est vraiment l'inverse. Donc, en prenant à la CNSS des gens avec leur carte nationale, vous avez des fichiers qui sont très, très clairs. Nous avons, en plus, travaillé la main dans la main avec la CNSS pour nettoyer ces fichiers parce que parfois, vous avez des gens qui ont des jobs doubles. Ça existe. Soit des 2 demi-jobs, soit des 2 jobs complets. C'est encore plus intelligent. Il y a des gens qui ont 36 heures par jour, etc. Ça existe. Donc, ces cas d'espèce ont été neutralisés de façon à avoir des fichiers extrêmement propres. Donc, le périmètre de l'étude, on a pris la CNSS, mais on a été prendre la Direction générale des impôts aussi, l'Office d'échange et la liste des ministères qui sont nul autre que la liste des fédérations. Parce que parfois, vous nous dites, cette entreprise est dans l'industrie aéronautique, et quand on va chercher au niveau de la CNSS, elle est inscrite dans un autre secteur. Donc il a fallu un travail de rapprochement des bases de données pour qu'on soit tous alignés, les impôts, la CNSS et l'Office d'échange, sur un fichier unique qui dit ces entreprises sont dans telle activité. Donc on a été extraire des données avec, comme je vous disais, aucun traitement. Il n'y a pas de traitement ni de projection, etc. Alors, qu'est-ce que ça donne? Juste après, ça va vous donner le graphe suivant. Voilà, en 2014, 64 000, 2015, 58 000, on était dans la phase de, certains appellent ça de la désindustrialisation ou de la perte d'emploi, ça existait. Et puis, il y a une reprise en 2016, 80 000, 108 000, et 2018, 94 000. Je vous donne une explication. Donc, voilà, il y a une vraie progression de l'emploi industriel. Base de données, carte nationale par carte nationale, entreprise par entreprise, à la disposition de tout un chacun qui veut s'informer, faire une thèse là-dessus, faire une recherche, ça peut être intéressant. Alors pourquoi 94 000? Parce que ça prend du temps pour que la CNSS fasse ses contrôles, et en faisant ses contrôles, les chiffres évoluent. Le 108 000 de l'année précédente était à 88 000 au 31 décembre. Mais les 3 mois après, il y a des ajustements qui se font,
qui font que les chiffres montent. Donc ne vous inquiétez pas sur le 94, il dépassera les 108 000. Mais on veut vous donner des éléments factuels, des choses qui sont concrètes, sur lesquelles les gens ont payé à la CNSS. Voilà ce que ça donne. Donc, si on prend un petit clin d'œil sur l'approche genre, vous avez à peu près autant de femmes que d'hommes dans ces métiers-là. Certains métiers industriels, je rappelle, dans le passé, quand on était dans le textile, il y avait plus de femmes que d'hommes. Aujourd'hui, nous montons en gamme et vous retrouvez dans vos entreprises, vous le percevez, les hommes se rattrapent un petit peu dans le cas d'espèce. Parce que les dames nous avaient mis dehors, donc on essaye de retrouver une petite place. Comme ça a été dit, alors, dans l'ensemble des entreprises industrielles, vous en avez, dans le plan d'accélération industrielle, 10,4% qui sont de nouvelles entreprises. Ces 10% d'entreprises ont créé 21,5% d'emplois. Parce que ce sont des entreprises de nouvelle génération. Alors, quand on me dit que la modernisation, la robotisation, etc., est en train de tuer des emplois, certes, mais pas dans ce cas-là. Aujourd'hui, on constate que les entreprises nouvellement créées, et ce que les gens viennent chercher, c'est des entreprises où il y a des effectifs importants. Alors, très rapidement, pour en finir, nous sommes donc, comme ça a été dit, à 405 496 emplois créés. Il reste encore 2 ans. Imaginez que 2019 soit une mauvaise année comme l'année précédente et que l'année précédente, qui est 2018, ne dépasse pas l'année d'avant, alors que ça va être au-dessus de 100 000. Donc sachez que, je vous l'annonce, en 2019, le plan d'accélération industrielle sur l'emploi sera bouclé. Donc ça ne veut pas dire qu'en 2020, nous serons ou vous serez autorisés à partir en vacances. Détrompez-vous. C'est qu'il y a des fenêtres de tir dans la vie du business. Quand vous venez en compétition pour développer votre entreprise, vous avez intérêt, quand les astres sont alignés, quand la fenêtre de tir est pour vous, de marquer tous les buts que vous pouvez. Parce que la fenêtre de tir se déplace. Et que si vous ne marquez pas les buts en temps et lieu, eh bien, avant l'heure, parfois, ce n'est pas l'heure. Mais certainement qu'après l'heure, ce n'est plus l'heure. Donc, sur l'industrie au Maroc, nous allons boucler les objectifs d'emploi en 2019, de façon certaine. C'est bien parti, on a quelques éléments aujourd'hui pour en juger. Ça a été beaucoup plus important en 2019 qu'en 2018. À titre d'exemple, nous avons à Tanger cette année 26 usines à inaugurer, 22 à Kénitra. Nous avons au niveau de l'aéronautique pas mal. Je pars la semaine prochaine à Tanger pour l'inauguration d'un complexe de textile énorme. Nous avons des choses structurantes qui ont été préparées depuis déjà de longues années et qui aujourd'hui arrivent à leur terme. Les usines qui s'inaugurent à Tanger, à Kénitra ou ailleurs, ou à Bouskoura, ce sont du travail de 3-4 ans en amont. Vous avez besoin d'avoir des premiers contacts avec un investisseur industriel à peu près 4 ans avant l'inauguration de l'usine. Donc c'est en train de prendre forme pour vous dire que bientôt je vais abandonner l'industrie, n'est-ce pas? Vous avez vu qu'à Marrakech, on commence à s'occuper du commerce et que ce secteur mérite aussi, sauf erreur ou omission, qu'on s'y attarde avec beaucoup d'énergie. L'industrie est en train de prendre son envol à tous les niveaux. Alors on vous dit que ça marche bien pour un certain nombre de secteurs parce qu'ils sont nouveaux, l'aéronautique, l'automobile, mais quand on regarde le textile est un des anciens métiers de l'industrie au Maroc. Eh bien le textile, depuis 3 ans, retrouve des couleurs avec des progressions à 2 chiffres. On n'avait pas vu ça depuis bien longtemps. Alors, je vous le répète aujourd'hui, je vous l'avais dit à l'ancien meeting, il y a une espèce de tectonique des plaques qui se passe dans le monde. Il y a une transformation de l'industrie qui se passe dans le monde. Rappelez-vous, je vous l'ai déjà dit, la Chine a décidé de devenir premier consommateur mondial en étant toujours la première usine du monde.
Pour ce faire, ils ont lâché les salaires et donc perdu un peu de compétitivité. Le salaire minimum qui était à $100 il y a 5-7 ans est aujourd'hui à $700 et il ira à $1 500 d'après la déclaration du président chinois. Donc ils assument totalement la baisse de compétitivité, c'est en donnant du pouvoir d'achat. Et donc dans ce cadre-là, ils sont en train de devenir premier consommateur mondial en restant la première usine du monde. Mais ce phénomène crée un déplacement de ces business un peu partout, dont au Maroc. Donc on reçoit plusieurs investisseurs chinois. Vous avez dans le secteur automobile Dicastal, filiale de CITIC, qui a une usine à Kenitra pour faire des jantes en aluminium. C'est le leader mondial. C'est une usine sur 11 hectares, je crois, sauf erreur ou omission. 12. Voilà. Ça a grandi entre-temps. Et c'est quelque chose... Ils ne sont pas seuls, il y en a plusieurs. Voici un exemple d'usine qui s'est déplacée de Chine. Alors, ils auraient pu l'installer en Chine, parce qu'ils font pas ces jantes-là, 6 millions de jantes par an pour les utiliser au Maroc. C'est pour les exporter. Et donc, ils cherchent, les Chinois cherchent des zones industrielles à travers le monde pour être plus proches de leurs clients, etc. Donc, et on en a beaucoup de ce type-là qui sont là. Donc cette transformation, la Chine a créé ce mouvement qui a plusieurs vagues successives, va impacter l'ensemble du monde industriel. Ce n'est pas la seule approche. Vous avez l'impression 3D, vous avez la réalité augmentée, qui semblait être des approches philosophiques de gens qui délirent. Eh bien, on en est loin. Aujourd'hui, c'est opérationnel. Vous avez au niveau de l'aéronautique, ici, pas loin de l'aéroport, de l'impression 3D sur métal. Vous êtes un des rares pays au monde à avoir ça. Donc on fait de l'impression sur métal ici au Maroc. Ce qui se passe, c'est qu'on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et c'est à nous, au Maroc, de décider comment on veut le gérer, notre verre. Est-ce qu'il est à moitié vide ou à moitié plein? Moi, je le vois vraiment à moitié plein. Lorsqu'on parle de l'impression 3D ou de la réalité augmentée, c'est des chances pour le Maroc. Prenons la réalité augmentée. Mes techniciens deviennent de facto des techniciens supérieurs, voire des ingénieurs. Parce qu'en étant installés devant une machine et en ayant entre la machine et le technicien toute cette réalité augmentée en 3D qui lui montre quel geste il doit faire, il devient spécialisé sans avoir nécessairement suivi un cursus extrêmement long. Lorsqu'on parle de l'impression 3D et qu'on dit qu'elle va tuer l'industrie, je n'y crois pas beaucoup. C'est plutôt l'inverse pour le Maroc. Toutes ces pièces complexes que l'on ne pouvait pas faire au Maroc et qu'il fallait aller ramener d'ailleurs sont aujourd'hui réalisables pas loin de chez nous. Lorsque vous êtes rentré dans les réacteurs d'avion au Maroc, vous savez que les gens n'y croient pas. Hein. Donc quand je le dis, on me dit « vous êtes sûr ?» Bon, oui, je commence à être sûr. Nous faisons des pièces de moteurs d'avion, donc de réacteurs au Maroc, à la fois des pièces froides et des pièces chaudes qui sont encore plus complexes. C'est fait au Maroc, mais on ne fait pas tout. Et lors de notre dernière mission, peut-être qu'on va aller un peu plus loin. J'espère beaucoup plus loin. Mais pour aller beaucoup plus loin, il y a des petites choses qu'on ne pourra pas nécessairement faire parce qu'elles sont complexes, elles demandent de la technologie très élevée, etc. Eh bien, ces fameuses pièces qu'on ne pourrait pas faire peuvent être imprimées en 3D sur métal. Donc ce que je dis, c'est que l'industrie au Maroc a intérêt, et c'est mon message de clôture, nous avons intérêt à rentrer dans cette industrie 4.0, voire 5.0. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas être dans l'automobile avec 700 000 véhicules par an en ambitionnant être à 1 million, Inch'Allah, de véhicules fabriqués au Maroc avec des taux d'intégration supérieurs à 60%. Ce sont des choses importantes. Et en disant, je ferme les yeux sur l'avenir. Demain, c'est le véhicule électrique. Vous avez la dernière usine de PSA qui est véhicule électrique. Mais ce n'est pas suffisant. Demain, c'est les véhicules autonomes. Quel est notre rôle là-dedans? J'étais à Marrakech participer à une conférence du spatial et je leur expliquais que nous avons fermement décidé de rentrer dans le spatial. Pas que l'aéronautique, c'est les satellites. Alors, dans les satellites, il y a plusieurs catégories. Il y a le militaire et la défense, etc. Pour les industriels, on n'y comprend rien. Mais toute la partie civile,
ça nous intéresse au plus haut point et je ne vois pas pourquoi on va être exclu de cela. Nous avons un intérêt fort à rentrer dans ces objets connectés de demain. Tout est connecté et tout sera connecté davantage. Donc, fort de ce constat, on ne peut pas rester en fond de cours en comptant les points. Nous avons besoin de faire partie de cette danse. Et je dis aux opérateurs économiques et industriels, n'ayez aucune crainte. Le Maroc ira de plein pied dans ces métiers-là. Lorsqu'on a vu présenter à Sa Majesté la partie de la formation professionnelle, il a insisté fortement sur beaucoup de sujets, sur un sujet en particulier, les métiers nouveaux, innovants, les métiers de demain. Un besoin fort pour le Maroc d'être dans les métiers de demain. Donc, toutes les cités que vous avez vues, nous avons passé des nuits et des nuits à travailler, tous ensemble, pour pouvoir regarder quels sont ces métiers de demain qui peuvent intéresser le Maroc et qui pourraient donner au Maroc un seau de grenouille que vous connaissez bien. Eh bien, cette technologie permet à la fois de perdre la main, si vous ne faites rien, ou si vous l'intégrez intelligemment chez vous, peut permettre d'être un acteur efficace et opérationnel. Et l'objectif, pour nous, c'est de rentrer dans ce monde de l'industrie de demain en étant un vrai partenaire. C'est l'ambition du Maroc, c'est les instructions que nous avons, de former notre jeunesse pour les métiers d'avenir, de leur offrir des chances de trouver des jobs ici et ailleurs. Vous savez qu'on est dépouillé en ingénieurs au quotidien. Nos amis et frères du monde entier viennent les chercher chez nous. Je leur explique gentiment que c'est mieux de les faire travailler ici, parce qu'ils sont pas loin de leur famille, etc. Que si jamais ils en prenaient beaucoup, je crois qu'on va tous y aller. Hein, c'est une autre option. Donc sachez que nous avons des compétences au Maroc où je trouve dans des salles, je crois que les gens de Masser ne sont pas là. Où sont-ils? Ah ben voilà, je vous cherchais. Je ne vais pas ne pas parler de vous. J'étais tellement impressionné en traversant ce centre de recherche marocain et qu'en ouvrant une des salles de laboratoire, on m'explique qu'ils font de la recherche importante, recherche et développement, pour des Japonais, pour ne pas les citer Sumitomo. Eh bien voilà, c'est QFD. Il y a au Maroc la possibilité de faire des choses de ce type-là. Et donc, je vous invite à ce que l'on s'intéresse tous ensemble à ce qui se passe au niveau du spatial. Regardez ce qui se passe là. Notre avenir est aussi dans des choses aussi technologiques et avancées que cela. Vous n'avez pas besoin de mes conseils. Je sais que vous êtes les yeux rivés sur l'évolution chacun de son secteur, mais nous allons ensemble arriver à faire de notre industrie une industrie que les Marocains souhaitent, c'est-à-dire un peu plus que 4.0. Je vous remercie. Merci. Quoi vous dire de plus que nous vivons des moments sympathiques et merci de me donner l'occasion de rebondir sur certaines interventions ô combien riches. Je crois qu'en effet, ce qui a été dit, Madame la Présidente, c'est que la formation professionnelle en particulier, la formation en général et la formation professionnelle en particulier, est au cœur du développement de tout pays. Le Maroc en a pris conscience, a une formation professionnelle depuis bien longtemps et il a ajusté le tir au fur et à mesure. Nous avons une réforme qui a été enclenchée au Maroc et qui est en profondeur et nous espérons, en tout cas nous y avons tous contribué et nous espérons qu'elle répondra aux attentes des uns et des autres. Sur M. Fikret qui a raison de militer pour la partie agro-industrielle ô combien importante dans notre pays. Je pense que le Maroc a, pendant des décennies, basé son industrie sur l'agroalimentaire dans le passé lointain. Et dès qu'il s'est développé dans d'autres métiers, il a délaissé quelques-uns, dont le textile, parce qu'il n'a pas osé combattre la Chine, entre autres, qui a aspiré, souvenez-vous, des pans d'activité industrielle. Tanger est parti en quelques semaines, Rabat a suivi très rapidement. Tout ça est en train de revenir.
Sur la partie agroalimentaire, c'est une préoccupation forte, et comme vous le savez, c'est une préoccupation forte qui doit intégrer les opérateurs économiques. Et là, je voudrais vous piquer gentiment, fraternellement. Les opérateurs industriels dans le secteur de l'agroalimentaire ont toujours, je vais utiliser des mots sympathiques, ont toujours joué entre le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Industrie. Et ils ont joué avec une démarche de perdant-perdant. Ils ont toujours perdu. Pourquoi? Parce que quand le ministère de l'Agriculture s'approchait d'eux, ils disaient non, non, nous on est des industriels, on doit parler au ministère de l'Industrie. Quand le ministère de l'Industrie essayait de travailler avec eux, ils disaient non, non, nous on relève. Et vous avez assisté à une réunion où j'étais en présence, et c'était volontaire, du ministère de l'Agriculture, où j'avais dit que je ne comprenais pas beaucoup comment l'agroalimentaire au complet se voulait d'être parfois rattaché au ministère de l'Agriculture, parce que l'industrie de transformation, c'est une industrie de transformation. Et que j'avais découvert ce jour-là que les bonbons poussaient dans les arbres. Hein? Parce qu'on a une industrie de bonbons qui veut relever du ministère de l'Agriculture. Et j'ai décidé ce jour-là, en votre présence, en la présence de tous les professionnels, de dire, pour qu'il n'y ait pas cette fuite en avant, et de dire est-ce que c'est l'œuf ou la poule, etc., que je donnais instruction à mon ministère de se désister et que le ministère de l'Agriculture prenait en charge l'agro-industrie, ce qui a été décidé le jour même, et qui a été changé quelques mois plus tard, quand on a constaté, en touchant du doigt, qu'il fallait que le ministère de l'Industrie s'y implique. Alors nous avons, entre-temps, mis en place un fonds commun entre l'agriculture et le ministère de l'Industrie, d'accompagnement, dans le cadre du plan d'accélération industrielle, d'accompagnement des industriels agroalimentaires. Et je dois vous dire qu'il a beaucoup de succès aujourd'hui. On a réglé le problème, c'est-à-dire qu'ils sont maintenant libres, ils peuvent être schizophrènes, un jour agro, un jour industrie, et ils vont là où ils veulent. Là où ils veulent, ils peuvent s'adresser à l'agriculture, parce que parfois l'activité principale est l'agriculture, et on a en fin de chaîne une activité industrielle. Donc il est mieux, comme il y a la relation avec le ministère de l'Agriculture, que ça reste là, et que la partie industrielle, nous, on s'accroche au wagon après. Parfois c'est l'inverse. C'est qu'ils sont d'abord industriels et qu'il leur manque de l'approvisionnement, ils vont s'intégrer un peu en amont dans l'agriculture. En tout cas, aujourd'hui les résultats sont très probants, les projets avancent bien, les dossiers sont déposés dans les deux ministères et sont suivis conjointement. Donc l'équipe, au lieu de trouver une solution complexe, on a donné les instructions aux équipes des deux ministères de travailler la main dans la main. Et quand un dossier tombe chez l'un ou l'autre, il est partagé et nous y travaillons. Alors, c'est vrai que vous allez voir, dans les 10 prochaines années, on va toujours parler de l'industrie automobile et de l'industrie aéronautique. Ne vous en frustrez pas. Ne vous en frustrez pas parce que dans un pays, quand vous faites de l'agroalimentaire et que vous êtes très fort en agroalimentaire, désolé, cher ami, vous ne bipez sur aucun radar mondial, à moins d'être leader mondial du sucre ou leader mondial de quelque chose. Vous ne bipez sur aucun radar mondial parce que la taille critique dans un seul secteur est complexe et la compétition mondiale est très forte. C'est tactique ce que j'ai fait. Maintenant, vous m'obligez de leur dire des choses devant eux, devant les gens du secteur, donc ils vont comprendre ma technique. Je les utilise parce que ce sont des fers de lance qui font connaître l'industrie marocaine à l'international. Quand vous fabriquez 700 000 voitures avec un taux d'intégration de 60%, vous bipez sur tous les radars mondiaux d'approvisionnement de pièces automobiles ou de fabrication de voitures. Quand on veut délocaliser, installer une usine quelque part, si jamais la personne qui s'occupe du développement n'a pas mis une colonne Maroc, elle est virée. Parce qu'on se dit, c'est pas possible, mon concurrent est là, moi je ne suis pas là, comment vous avez fait? Au niveau de l'aéronautique, c'était un challenge national. Il y a quelques années, qui aurait pu imaginer qu'au Maroc, on ait un véritable écosystème aéronautique avec la présence de Bombardier, enfin des 3 constructeurs, de Boeing et d'Airbus au Maroc, avec 140, sauf erreur ou omission. Aujourd'hui, entreprises qui fabriquent des pièces avec une intégration déjà arrivée au Maroc à 34%. Je le rabâche
partout où je passe. Parce que si je leur dis je fais de l'agroalimentaire, ils vont me dire c'est bien, mais vous l'avez toujours fait. Je leur dis ce que je ne fais pas. Et ce qu'ils n'imagineraient jamais que l'on fasse. Quand je parle de réacteur d'un avion, même les gens dans l'aéronautique n'y croient pas. Même eux qui sont dedans. Il faut vraiment qu'ils aillent visiter les filiales de Safran. Il y en a 8 maintenant au Maroc. 9. Vous en ajoutez tous les jours. Ok, donc il y en a 9 au Maroc. Et donc elles fabriquent des pièces de ces avions-là. Même eux n'y croient pas, ils ont besoin d'aller toucher du doigt. Donc quand je fais de la promotion et de la communication industrielle, j'explique que quand le Maroc est capable de faire des voitures qui sont conçues, designées par des ingénieurs et techniciens au Maroc, et qu'ils sortent, que ces voitures-là, qu'elles sortent d'ici, du début à la fin avec un taux d'intégration important, vous avez les yeux qui s'écarquillent et l'intérêt qui grandit. Quand je leur dis que nous fabriquons des parties de réacteurs pour les techniciens, j'ai vu General Electric et Pratt & Whitney à Montréal il y a quelques jours, et quand on leur parle de ça, ils ont l'impression qu'on est sur une autre planète. Donc quand ils rentrent en profondeur et qu'ils voient qu'on fait vraiment des pièces chaudes d'un réacteur, ils disent OK, donc ils cochent. On ne discute plus de capacité du Maroc. On ne discute plus de la qualité des ingénieurs marocains. Donc je vais continuer, avec votre autorisation, Fikret, sauf si vous n'êtes pas d'accord, je change de canal. Avec votre autorisation, je vais continuer à faire mon commercial, mon vendeur itinérant. J'ai besoin d'avoir des choses sexy à montrer. Ça, c'est pour la com. Maintenant, au Maroc, le nombre d'emplois, ce n'est pas dans l'aéronautique. En nombre, en qualité, vous allez les trouver. Le nombre d'emplois, il est dans l'agroalimentaire, il est dans l'industrie textile. C'est pour ça que nous sommes vraiment concentrés sur ces secteurs-là, et ils ne sont pas les seuls. Aucune industrie n'est à négliger au Maroc, sauf celle où nos intrants ne sont pas compétitifs. Quand vous m'expliquez que j'ai une industrie qui a 90% de la constitution du prix de revient, c'est de l'énergie, je vous dis le rallah. Je ne sais pas faire. J'ai des choses, donc il ne faut pas imaginer que le Maroc pourra faire toutes les industries de tout ce qui se passe dans le monde. Non. Si vous me dites, est-ce que le Maroc peut rentrer, je m'excuse de revenir, de reboucler, est-ce qu'il peut rentrer dans les métiers intellectuellement puissants? La réponse est oui, et c'est démontré. On fabrique, on a des designers, Safran a des ingénieurs ici au Maroc qui débuguent, qui travaillent avec eux sur la correction et le développement de choses extrêmement pointues. Donc nous sommes en mesure de faire du très haut niveau. Nous avons, alors parfois on me critique en me disant comment ça se fait que vous allez chercher des métiers du câblage automobile. D'accord. La réponse est simple, c'est que nous avons besoin d'emplois dans toutes les catégories, y compris de l'emploi non très qualifié. Lorsque vous avez une usine qui ouvre et qui fait 6 000 emplois ou 10 000 emplois d'un coup, et qu'elle n'a pas besoin de techniciens très supérieurs, on a eu tendance de dire c'est pas pour le Maroc. D'accord. Qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas de formation exceptionnelle? Donc pour être sérieux, nous avons besoin de l'ensemble du spectre. On a besoin de trucs très technologiques, même si ça ne fait pas beaucoup d'export, même si ça ne fait pas. Vous allez arriver à 2 milliards de dollars d'export dans l'aéronautique. Vous allez me dire 2 milliards de dollars, on peut s'en passer. Je ne veux pas m'en passer, je pourrais en chiffres. Mais je ne veux pas m'en passer parce que c'est un fer de lance de développement du pays. Je fais de l'aéronautique, donc vous ne pouvez pas me dire qu'en agroalimentaire, je ne peux pas faire quelque chose de particulier. Je fais des choses très sophistiquées en automobile, donc je suis capable de faire n'importe... Je fais des choses sophistiquées dans l'industrie pharmaceutique, n'est-ce pas? L'industrie pharmaceutique en est un autre secteur, où le développement est en train de se faire de façon sérieuse, sans trop de communication, mais les opérateurs travaillent au quotidien pour faire évoluer ce secteur, et il évolue très bien. Donc, nous avons besoin de ce spectre global. Vous avez raison, il y a eu un abandon de l'agroalimentaire parce qu'on a pensé que c'était un métier du passé. Ce n'est pas un métier du passé. On a abandonné le textile parce qu'on a imaginé que c'était le métier du passé et que personne n'allait un jour battre la Chine. Aujourd'hui, tous les pays battent la Chine. Vous avez de la relocalisation aux États-Unis d'usines en Chine parce qu'elles ne sont plus compétitives.
Donc, le monde entier reprend sa position. Et c'est celle-là, la tectonique des plaques qui se produit. C'est des changements réguliers. Donc nous avons aujourd'hui de la relocalisation qui se fait parce que la Chine n'est plus compétitive. Je vous dis que la compétitivité aujourd'hui fait que des industries qui étaient en Chine se retrouvent aujourd'hui aux États-Unis, en Europe et au Maroc. Donc nous avons besoin que tout le spectre soit pris en charge. Sachez qu'on ne lâche rien. Un emploi au Maroc est un emploi. Une création de valeur au Maroc est une création de valeur d'un dirham. Vous savez que les dirhams, ça se fabrique, les fortunes se fabriquent dirham après dirham. Eh bien, l'export se fabrique dirham après dirham. Et euro après euro, et yen après yen. Nous allons continuer à accompagner les entreprises marocaines. Nous sommes friands, nous sommes très friands de vos remarques. Et je voudrais en profiter pour vous féliciter CGEM et en particulier Sificret qu'on exploite de temps en temps, pour votre contribution régulière et votre militantisme. C'est comme ça. Je parle à la CGEM, c'est comme ça qu'on avance. C'est en ayant des idées, en les structurant, en piquant les ministres à chaque fois que vous les rencontrez, vous avez beaucoup d'occasions, et ensemble, nous devons en permanence rester éveillés pour modifier le tir et trouver la fameuse fenêtre de tir. Mais je ne suis absolument pas inquiet, parce que l'évolution qu'a faite le Maroc ces 30 dernières années, son accélération ces 10 dernières années, ces 15 dernières années, est remarquable. Madame la Présidente le disait tout à l'heure, et j'ai des témoignages similaires régulièrement. Le Maroc avance, nous sommes très ambitieux, nous avons une ambition sans limite, parfois qui n'est pas raisonnée volontairement. Nous voulons aller plus loin chaque jour par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Eh bien, les résultats sont probants, on ne va pas s'en priver. Sachez que nous serons en permanence mobilisés à vos côtés. Merci.